Gorgées d'eau en permanence, les zones humides sont de véritables réservoirs de notre biodiversité. Situées en bord de mer, en montagne ou en zone urbaine, elles occupent une place prépondérante dans l'équilibre fragile de notre environnement. Pourtant, au cours du XXe siècle, près de 67% de zones humides ont été détruites par l'activité humaine. Et cela n'est pas sans risque. Aujourd'hui, on sait avec le réchauffement climatique que les variations à la fois de température, mais aussi de cours d'eau, le rythme des catastrophes naturelles est de plus en plus important. Donc il est utile et nécessaire d'avoir là où c'est possible des zones et des territoires qui absorbent ces effets du réchauffement climatique. Lorsqu'on fait des aménagements, on s'appuie sur le génie civil. On pense qu'il est utile aussi de s'appuyer sur le génie écologique ou le génie végétal. L'idée, c'est de s'inspirer de la nature pour trouver les solutions d'aménagement et la coexistence entre l'homme et la nature. Croire au génie écologique et favoriser des solutions fondées sur la nature, c'est le pari fait dans plusieurs régions de France depuis quelques années. Retour sur les capacités insoupçonnées de cette nature au secours des milieux aquatiques. Notre voyage commence dans le massif du Jura, sur les hauteurs de Pontarlier. Sur ce site, le déplacement d'un glacier présent il y a 2000 ans a contribué à la création de cuvettes calcaires. En se gorgeant d'eau et de matière végétale, ces cuvettes ont permis l'installation de zones humides exceptionnelles appelées tourbières. La tourbe contenue sur ces sites se compose d'une matière végétale qui ne s'est pas décomposée et qui n'a ainsi pas relâché son carbone dans l'atmosphère. Les tourbières s'avèrent donc être de véritables stocks de carbone, ce qui explique qu'elles aient longtemps été convoitées. Il y a eu une période où il y avait quand même moins d'arbres présents dans ces régions. Et les arbres qui étaient présents étaient utilisés pour la construction navale ou pour les entreprises locales. Et donc la population locale n'avait pas la possibilité d'utiliser ce bois pour se chauffer. Donc à la place, chaque famille avait son petit secteur de tourbe à exploiter. Tous les ans, ils extrayaient cette tourbe pour en faire des petites briques qui étaient mises à sécher et qu'ils utilisaient ensuite pour se chauffer. Pour prélever plus facilement cette tourbe, les populations ont alors extrait l'eau des tourbières en creusant des fossés drainants. Mais asséchées, les tourbières sont aujourd'hui en danger et fragilisent la vie des hommes. L'écosystème s'y appauvrit et le rôle d'éponge naturelle que cette zone humide endosse disparaît alors. Les tourbières, quand elles sont en bon état, ont un rôle de tampon. Pendant les fortes pluies, elles vont capter l'eau et en période sèche, cette eau stockée va être petit à petit redonnée aux cours d'eau pour les alimenter. En 2014, le programme LIFE est alors lancé par l'Union européenne. Une de ses ambitions, restaurer les plus grandes tourbières d'Europe pour protéger leur écosystème, mais aussi éviter le relargage du carbone présent sur ces sites et lutter contre le réchauffement climatique. Pour remettre en eau les tourbières, le chantier a tout d'abord consisté à boucher les fossés drainants, anciennement construits par l'homme. Le problème des fossés, c'est qu'on va avoir tendance à drainer toute l'eau qui se trouve dans le sol. Donc on veut arrêter ce processus drainant et pour faire ça on va boucher complètement le fossé et le boucher par exemple avec des matériaux très proches de la tourbe comme de la sciure. Et pour que cette sciure tienne, qu'elle ne soit pas emportée par le courant, il y a des planches en bois qui sont mises pour les retenir. Dans un second temps, les cours d'eau dont le tracé a été modifié par l'homme sont eux aussi remis à l'état d'origine. Une rivière, naturellement, dans une pente comme la nôtre, elle est censée faire des méandres, dans ces virages un petit peu partout. Pour drainer ces zones humides, ces méandres ont été court-circuités. Donc la rivière a été rendue totalement rectiligne. Donc dans le cadre du programme LIFE, il a été prévu de restaurer ces cours d'eau. Les méandres ont été repris, recreusés, et le tracé rectiligne, lui, a été de nouveau totalement comblé. Les travaux tels qu'ils ont été entrepris ont été plutôt bien reconnus parce que tout doucement aussi, à force d'en parler, les acteurs locaux se rendent compte de la richesse et de l'importance de ces tourbières. Il faudra de nombreuses années après les travaux pour que petit à petit la nature reprenne ses droits et qu'on voit réellement des résultats sur le long terme. Mais d'ores et déjà, on voit que le niveau de la nappe d'eau, elle a augmenté, ce qui permettra à toutes les espèces typiques des tourbières d'être présentes.
Quand on veut avoir un impact sur la biologie, mais aussi sur les ressources en eau, sur les modifications climatiques, si on veut avoir quelque chose d'efficace, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut quand même se baser sur des processus, sur des évolutions naturelles. En plus de son bénéfice environnemental, la restauration des tourbières est aussi avantageuse pour les collectivités et les territoires d'un point de vue économique. Les solutions fondées sur la nature permettent d'investir en amont. Donc on fait du travail de restauration, des projets qui permettent en fait à terme de dépenser finalement moins d'argent dans la réaction aux conséquences du changement climatique. Plus au sud, en quittant les massifs pour le littoral méditerranéen, d'autres zones humides s'avèrent précieuses pour l'homme et son environnement. La ville du Grau-du-Roi est une ville littorale de 5000 hectares. 2500 hectares sont classés, donc c'est une haute valeur environnementale, biodiversité. Ce territoire, on le regarde comme la prunelle de nos yeux. Sur la rive gauche de la ville, la pointe de l'Espiguette est une côte sableuse. Du fait des mouvements marins, elle est en continuelle évolution et particulièrement sujette à l'érosion. Pour empêcher les submersions marines, la stratégie a longtemps été celle de l'enrochement. Pendant des années, dans les années 70 à 80, on a mis en place plus de 40 épis de blocs rocheux. Et on s'est aperçu, dans un premier temps, d'une certaine efficacité, mais après des conséquences secondaires, soit à l'est et à l'ouest, avec de l'érosion qui s'installait en amont et en aval. Et puis, malgré tout, lorsqu'il y avait des coups de mer, il y avait encore des gros qui s'ouvraient. En 2013, les dégâts causés par une tempête finissent de convaincre les élus et le Conservatoire du littoral de trouver d'autres manières de lutter contre l'intrusion marine. Pour le territoire, il est d'autant plus nécessaire de protéger ce site qu'il accueille une agriculture viticole de qualité. Venant en renfort du premier cordon de dunes, une solution robuste et pérenne a alors été imaginée, l'installation d'un cordon dunaire de second rang. Pour édifier le cordon dunaire, on s'est appuyé sur des éléments hauts qui préexistaient, des anciennes dunes ou des chemins, et on a pu, comme cela, tracer sur quasiment 11 km ce cordon dunaire de second rang qui joue pleinement son rôle. On a accompagné simplement la nature, c'est-à-dire qu'on a renforcé la dune là où elle existait. Entre chaque kilo de dune, qui avait été fixé par exemple par de la végétation, eh bien, on a ramené un peu de matériaux et on a consolidé la dune. Et puis on a fait une deuxième chose. Pour éviter que les visiteurs passent un petit peu de manière sauvage dans les dunes, pour éviter justement qu'ils créent aussi de l'érosion dans les dunes, eh bien, on a organisé la fréquentation. Nous avons fait des cheminements, nous avons limité l'accès du public en mettant des petites palissades. Avec le temps, les aménagements réalisés ont été totalement recouverts par la nature, au point qu'ils sont aujourd'hui à peine visibles. On l'a copié, puis après, la nature reprend ses droits. La trace de l'homme a été complètement effacée. Par contre, cette nature, elle va continuer à nous rendre beaucoup de services. Tout le monde a été gagnant. Les hommes, et puis aussi la nature, parce qu'effectivement, on n'a pas eu de perte de biodiversité. Étalés sur 3 ans, les travaux ont été réalisés dans le respect du rythme de l'écosystème local, sans pour autant sanctuariser ce lieu et l'interdire aux touristes. La nature, c'est un espace dans lequel l'homme doit trouver sa place. Et ici, et notamment dans les sites du Conservatoire du littoral, eh bien, l'accueil du public, c'est un des fondamentaux. La plage de l'Espiguette, c'est un site, c'est pas qu'une plage. Donc c'est un site où la nature est extrêmement présente. Le cordon dunaire, l'épinède, des plages immenses. Et les touristes viennent chercher l'espace. Le public doit pouvoir venir sur ces sites-là, mais attention, en étant aussi respectueux. Donc ce site n'est surtout pas sous cloche, il est complètement ouvert au public. Loin des grands sites touristiques, la vallée de la Bièvre au sud de Paris attire aussi un large public. Ici, les riverains peuvent profiter de cet écrin de nature tout en habitant à 15 km seulement de la capitale. Pour protéger et assainir cet affluent de la Seine, le syndicat intercommunal de la vallée de la Bièvre s'est emparé de la gestion du site depuis 1945. Le gros événement qui a modifié, je dirais, toute la doctrine dans l'aménagement de la rivière est lié à de très grosses inondations dans les années 80. Dans les années 80, il y a eu des inondations majeures qui ont bouleversé de nombreuses communes le long de la Bièvre. Et à partir de ce moment-là, les élus de l'époque, des différentes villes, ont décidé de
d'investir énormément pour créer des ouvrages de retenue d'eau. Ces bassins en fait étaient donc des bassins en eau permanente, paysagers, qui stockaient l'eau en période de crue. Pour éviter que les inondations se fassent au niveau des zones urbanisées, la Bièvre débordait dans ces bassins et on stockait l'eau. Mais depuis 10 ans, la question écologique, mais aussi économique, est venue remettre en cause l'utilisation de ces bassins. Très coûteux à l'entretien, ces plans d'eau ont ainsi considérablement appauvri l'écosystème local, sans offrir pour autant une capacité de stockage maximale en cas de forte pluie. On a fini par choisir de vider ces plans d'eau permanents. Techniquement, c'est relativement simple. On avait des vannes de fond qui ont été ouvertes pour permettre de vider ces bassins en eau permanente. Aujourd'hui, les bénéfices sont nombreux pour la vallée, à commencer par le facteur économique. Lorsqu'on décide de vider un bassin pour lui permettre de retrouver une capacité de stockage beaucoup plus importante, ça ne demande pas d'effort. Sur le plan de l'investissement, ça ne demande quasiment rien. En termes de gestion, la nature s'auto-entretient. Au mieux, c'est 1 ou 2 fauchages dans l'année, et c'est tout. Lorsqu'on a au contraire des infrastructures en béton qu'il faut gérer, surveiller dans tous les sens, ça demande forcément un coût beaucoup plus important. La vidange des bassins a permis un apport écologique fort sur ces zones. Ça a également permis de la circulation des poissons et des sédiments d'amont en aval, de recréer une rivière naturelle à la place d'un plan d'eau permanent et d'avoir une zone humide très intéressante au niveau de la biodiversité. Ça a également permis de libérer du volume de stockage pour la lutte contre les inondations. Donc on est vraiment sur une opération intéressante à la fois pour l'homme mais également pour la nature. Au début, ça a été un petit peu difficile parce que les engins de terrassement ont abîmé les abords. Il y avait des traces de chenilles, il y avait de la boue. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on vient abîmer nos bas-prés ? Les gens sont assez possessifs de cet endroit puisqu'ils s'y promènent quotidiennement. Et puis, petit à petit, la Bièvre ralentissant a commencé à retrouver des méandres plus naturels. Donc les gens apprécient beaucoup ça. Les gens, surtout en région parisienne, ne supportent plus de voir bétonner le moindre mètre carré. Donc quand il y a des espaces verts comme ici, ils y sont très attachés et ils sont prêts à le défendre. On a l'impression de réparer les erreurs du passé quand on travaille sur ce genre de projet. Si on est tous convaincus que la nature doit être avant tout observée, respectée et copiée intelligemment, c'est ensemble qu'on y arrivera. Résilientes, innovantes, les solutions fondées sur la nature ont aujourd'hui passé le stade d'expérimentation tant elles ont su prouver leur efficacité auprès de l'homme et de son environnement. On est aujourd'hui sur un domaine qui évolue très vite parce que les solutions sont bonnes. On a réussi à convaincre très vite les décideurs publics, les acteurs, les élus locaux et puis plus facilement les techniciens. Hier, l'activité humaine portait une vision de la modernité bien éloignée de la nature. Aujourd'hui, elle s'en inspire. À force de déconnecter l'homme de son milieu naturel, on aboutit à la fois à une surexploitation, une utilisation de ressources dont on n'a pas forcément besoin. Et puis, on oublie en fait que nous sommes des êtres vivants sur une terre vivante et que c'est en s'adaptant ou se réadaptant à cet environnement qu'on trouvera des solutions globales.